progressivement, les tâches opérationnelles qui nous prennent beaucoup de temps aujourd'hui vont être déléguées à un agent ou plusieurs agents. Donc en fait, l'IA va être de plus en plus intégrée au logiciel. Oui, il faut absolument adopter l'IA dans le quotidien pour comprendre les limites. Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast dédié à la trésorerie d'entreprise. Je suis Jean-François Galéa, directeur associé du cabinet Axi. Chez Axi, nous accompagnons les trésoreries des ETI et des grands comptes dans leurs projets et dans leur quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Félix Grévy, qui est en charge des projets data et IA chez Kyriba. Avec lui, nous allons parler du sujet passionnant de l'IA en trésorerie. Bon épisode. Bonjour Félix. Bonjour Jean-François. Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas bien ce matin et que tu as plein d'énergie pour répondre à mes questions et parler ensemble d'un sujet passionnant qui est l'IA pour les trésoriers. Écoute, avec plaisir, j'espère, en tout cas. Super. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, je suis Félix Grévy, je suis responsable produit chez Kyriba. J'ai rejoint Kyriba il y a 5 ans à peu près. Mon rôle initial, c'était de m'occuper des API, donc lancer le sujet API chez Kyriba, qui a évolué progressivement vers la partie data et IA/AI. Donc je m'excuse d'avance, je vais faire pas mal de franglais, donc désolé pour ça. Donc j'ai rejoint, donc voilà, ça fait 5 ans, un sujet très très intéressant depuis le début et qui évolue de façon encore plus intéressante avec l'évolution vers tout ce qui est IA. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le logiciel, donc financier en particulier. Donc assez passionné par le sujet et très très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ok, super, tu es la bonne personne pour parler du sujet. Avant de rentrer vraiment dans le dur et de parler IA, on va parler un peu finalité. Oui. L'IA, c'est une technologie, mais c'est une Tout à technologie, nous, ce qui nous intéresse, c'est pour la trésorerie d'entreprise. Mhm. Aujourd'hui, où est-ce que l'IA, si on commence directement par ça, apporte ou peut apporter de la valeur et où est-ce qu'elle est aussi attendue par les trésoriers et les DAF ? Oui, tout à fait, très bien. Effectivement, si tu regardes l'IA, ça s'inscrit dans une suite logique d'évolution des logiciels. Quelque part, l'intérêt d'un logiciel dans la trésorerie, c'est d'automatiser, de faciliter la vie du trésorier. Donc, initialement, les trésoriers allaient dans les différents logiciels bancaires pour récupérer les relevés de compte, etc. Et l'introduction d'un TMS, donc un logiciel informatique, quelque part, a permis d'automatiser certaines choses. Se connecter automatiquement, faire les calculs plutôt que les faire dans Excel, etc. Donc ça a toujours été le but d'introduire des logiciels, d'automatiser les choses et de simplifier la vie des trésoriers. Et c'est dans cette suite logique que l'IA va apporter également pour les trésoriers. Donc il y a plusieurs types d'implications. La première, c'est dans tout ce qui est algorithmique, un peu, donc toutes les techniques de cash forecasting, donc de prévision. Donc avoir en plus des techniques algorithmiques classiques, des techniques de type machine learning pour pouvoir faire des prévisions plus fines, un peu différentes grâce au machine learning. Et bien sûr, avec l'introduction de toutes les techniques de type large language model, dérivées de ChatGPT, qu'on en parlera un peu plus en détail, la possibilité d'avoir en fait une IA qui est beaucoup plus générative, qui va permettre d'aider le trésorier à prendre des décisions, l'aider à aller plus vite pour récupérer des données, pour prendre des actions. Donc il y a vraiment 2 grandes familles d'IA, l'IA prédictive, donc tout ce qui est justement à base de machine learning pour tout ce qui est prédiction de cash flow, détection de fraude éventuellement, ce genre de techniques qui sont basées sur l'historique, donc analyser les datas du client et suite à ça être capable de faire des projections, des prédictions quelque part en se basant là-dessus. Et l'autre catégorie qui est l'IA de type générative, donc introduite par ChatGPT, on va en parler un peu plus en détail, qui permet, elle, qui est très très forte en langue justement, qui est capable de comprendre le français, l'anglais, et le traduire ensuite en action dans un logiciel, être capable de traduire ces actions en impact immédiat, donc à aider le trésorier dans son quotidien et lui simplifier la vie. Donc en fait, c'est quelque part, ça s'inscrit dans une continuité. Le logiciel a été introduit pour simplifier la vie des humains, on va dire, des trésoriers en particulier dans notre cas. Et l'IA, c'est quelque chose d'assez disruptif, certes, mais qui s'inscrit dans cette suite logique de simplifier la vie du trésorier et l'aider à faire son métier de façon plus efficace.
Oui, donc tu as cité quelques cas d'usage qui en effet sont assez importants, hein. Le premier d'entre eux, Oui. les prévisions de trésorerie, donc qui je pense est un sujet qui est très attendu, parce que c'est un sujet qui est pas forcément, Oui, enfin, qui est très central, qui n'est pas forcément évident à tout à fait. réaliser et à tenir enfin, par les trésoreries, par les professionnels de la trésorerie, et ce sur quoi l'IA peut aider. Euh, si on s'arrête une minute peut-être sur ce cas-là, qui est peut-être le plus Mmh. emblématique, euh, comment est-ce que l'IA peut aider justement les trésoriers à faire de meilleures prévisions de trésorerie? Oui, donc très bon point. Donc comme je te disais, l'IA, c'est une façon, plus avancée de faire de l'algorithmique, hein. C'est Mm. des techniques plus poussées, des algorithmes plus compliqués, quelque part. Et l'IA va permettre, en analysant l'historique, des transactions, d'être capable de faire des prédictions, plus fines, donc détecter des patterns, détecter, par exemple, une saisonnalité, détecter des événements. Donc cette modélisation a toujours existé en mode machine learning, donc en utilisant des algorithmes qui sont par exemple Prophet, hein, qui est un des algos les plus connus qui est utilisé en trésorerie, qui permet de déterminer une saisonnalité, l'appliquer et ensuite arriver à faire des prédictions de ce type-là. Donc ça, c'est le côté historique, Mm. comme je disais, l'IA prédictive. Pour compliquer les choses, je pense qu'il est possible tout à fait de mélanger l'IA générative et prédictive. Donc la complexité de l'IA prédictive, c'est que déjà, il faut des données très propres et historiques, avec un historique assez long. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ce sont une donnée propre, un historique profond. Et ensuite, il y a la paramétrisation de cette IA. Donc il y a beaucoup de paramètres, hein. Si on regarde le modèle Prophet, il y a plein de paramètres qui sont assez obscurs, hein, avec très mathématiques, et pas forcément évident de lier ces paramètres à une réalité de type trésorerie, de type financière. Et c'est là où on peut combiner les deux techniques, hein, déjà en allant un peu plus en avant, où l'IA générative peut aider justement à transformant une requête d'un trésorier en langage naturel. Par exemple, je vais décaler finalement d'un mois cet impact, je vais rajouter 10% ici, va être capable de transformer cette requête en langage naturel en paramètres plus obscurs, afin de paramétrer de façon plus fine l'IA prédictive. Donc les deux peuvent être liés. Donc historiquement, donc c'est des choses qui, chez Kiriba, par exemple, on a lancé il y a de nombreuses années la possibilité de faire du cash forecasting avec de l'IA. Et c'est vrai que le retour client, c'est qu'effectivement, la paramétrisation n'est pas facile. Parce qu'effectivement, derrière, ce sont des concepts assez avancés de machine learning, d'IA. Donc, je ne dis pas qu'il faut être un data scientist pour pouvoir les manipuler, mais quand même, être capable de comprendre ces paramètres, ce n'est pas évident. Donc, il faut déjà se documenter, s'instruire sur le sujet. Et ensuite, comment un événement financier, un événement business se traduit dans la modification des paramètres, c'est pas évident. Et c'est pour ça que la partie, déjà pour dévoiler un peu sur quoi on travaille, c'est justement allier un petit peu ces deux concepts. D'un côté, le cash forecasting en mode prédictif, algorithme de type Prophet ou XGBoost, etc., des techniques assez connues, tout en utilisant la partie générative AI pour transformer ces requêtes financières, quelque part, et business en paramètres plus obscurs, on va dire. Là, D'accord, ça, donc c'est une... tu as parlé de deux termes intéressants et importants Oui, qu'il faut peut-être juste expliciter. IA générative, IA prédictive. Est-ce que tu peux rapidement oui. les Ouais, merci, vulgariser pour merci qu'on... Jean-François. Et je pense qu'effectivement, Mm. c'est fondamental de faire la distinction entre les deux. Il y a plusieurs types d'IA, mais on va se focaliser sur ces deux branches, l'IA prédictive et l'IA générative. L'IA prédictive, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, on va dire, des décennies, qui ont été introduits dans différents logiciels type TMS depuis 5 ans, voire plus, qui permet, en se basant sur l'historique, donc ça c'est très important, la donnée, c'est vraiment de l'apprentissage, du machine learning, qui va s'appuyer sur les données du client, appliquer des algorithmes qui sont open source, propriétaires, etc., afin de faire une prédiction. Donc on se base quelque part sur le passé et le passé spécifique du client, donc vraiment la donnée du client, pour pouvoir faire des prédictions, on va dire, efficaces et précises. Donc ça, Mm. c'est le côté prédictif. Et là, c'est vrai que ça nécessite de l'historique, ça nécessite des données propres. Donc là-dessus, il y a un message qui est assez fort sur cette partie-là. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'avéré. Ensuite, l'IA générative, c'est quelque chose qui a été introduite, on va dire, par ChatGPT/OpenAI fin 2022. Donc là, ça a été la bombe qui est tombée dans l'industrie avec cet ovni qui est arrivé.
et qui a été dévoilée au grand public. Donc c'est des techniques qui étaient développées dans les laboratoires et qui a été, voilà, OpenAI l'a rendu public et avec la vague qu'on connaît aujourd'hui. Et la grosse différence de ces modèles, c'est qu'ils sont ce qu'on dit en anglais pre-trained. Ils sont déjà entraînés. C'est-à-dire qu'ils sont immédiatement opérationnels. Il n'y a pas besoin d'une phase d'apprentissage sur des données historiques, etc. Le modèle a été déjà entraîné sur des milliards de data. Donc, tout Internet, on va dire. Donc, pour résumer, tout Internet a été utilisé, des livres. Il y a eu des problèmes de copyright parce qu'OpenAI et Anthropic ont utilisé des livres pour entraîner leur modèle, des sources de données avec un vrai problème philosophique et légal de droit d'auteur. Hein. Donc, on imagine bien qu'ils ont pris tout ce qui traînait, tout ce qu'ils pouvaient prendre pour pouvoir entraîner leur modèle. Et si tu veux, c'est en fait tout Internet et on va pas dire toute la connaissance humaine parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer toute la data possible, mais en tout cas toute la connaissance qu'il y a sur Internet, les Wikipédia, les forums, etc., ont servi de source d'entraînement à ces modèles, qui fait qu'aujourd'hui, ces modèles sont opérationnels immédiatement. Tu peux leur poser des questions sur la physique quantique, c'est mon exemple classique. Ils vont te donner une réponse très très bonne parce qu'ils ont été entraînés pas une fois, mais 10 fois, 100 fois sur le sujet, sur la physique nucléaire, sur tous les domaines que tu peux poser, le modèle opérationnel. Donc cette capacité, pour ça qu'on appelle ça un large language model, c'est qu'ils ont été entraînés en particulier sur le langage, donc le français, l'anglais, toutes les langues les plus communes où on a trouvé des données d'entraînement. Ces modèles sont opérationnels immédiatement. Si tu lui poses une question sur du français, sur de l'anglais, sur des événements passés, il va te répondre, ces modèles vont te répondre avec une perfection parfaite. Donc, il n'y a pas besoin d'entraînement pour ces modèles. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour la trésorerie ? On va y arriver, parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir un modèle qui connaît tout sur la physique nucléaire et des événements historiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la trésorerie et comment on peut l'utiliser ? Je pense que là, on peut rentrer dans ce genre de détails si tu veux. Oui, bon, on le fera. Et entre autres, justement, sur ce que toi, tu fais en ce moment. Ça pourrait d'ailleurs être intéressant de s'y attarder. Donc là, on voit bien qu'on a ces deux approches, hein, l'approche générative et l'approche prédictive. Toi, tu parles bien entendu qu'on peut utiliser les deux en même temps. Oui. Néanmoins, si on veut simplifier un peu les choses, ce que l'on dit, c'est que la prédictive, elle se base sur les données historiques propres du set de données qu'on va lui donner en entrée. Voilà. Et la générative, elle est pré-entraînée. Exactement. Et elle a déjà ses paramètres qui sont configurés. Voilà. Et elle est prête à donner des réponses. Voilà. Elle est opérationnelle immédiatement. Et c'est vrai que c'est important de clarifier parce qu'il y a des confusions parfois. On a des clients qui disent « Ouais, mais attendez, je ne peux pas utiliser votre agent tout de suite parce que je n'ai pas beaucoup de données. » En fait, non. L'agent n'a pas besoin de données historiques, justement. On va expliquer ce dont l'agent a besoin pour être opérationnel. Mais il n'a pas besoin de données historiques. Contrairement, effectivement, à des modèles de détection de fraude ou de cash forecasting, où là, oui, on a besoin d'un historique important du client, spécifique au client, pour comprendre sa spécificité, son business. Les deux. Pardon ? Et propre. Voilà, exactement. Donc, c'est ça qui est vraiment différenciant. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des discours qui peuvent créer de la confusion en disant non, pour l'IA, vous avez besoin de données propres, etc. C'est vrai pour le côté prédictif. Pour le côté génératif, on n'a pas besoin de ça. Donc, c'est toujours bien, effectivement, d'avoir des données historiques, des données propres. Hein. Il n'y a pas de débat. Hein. C'est pour ça qu'un logiciel d'un type TMS est capable de aider à nettoyer la donnée quelque part et avoir un historique profond. Mais par contre, voilà, l'IA générative n'a pas besoin de données historiques. On va couvrir bientôt dans la discussion ce dont a besoin l'IA générative. Donc, justement, là, on a vu, on est en synthèse, quelles pouvaient être les grandes applications de l'IA en trésorerie. Quelles étaient les technologies sous-jacentes ? Maintenant, on va peut-être s'intéresser à qu'est-ce qui concrètement existe aujourd'hui. Et bon, comme toi, tu es ici en tant que représentant de Kyriba, peut-être nous dire aujourd'hui ce sur quoi tu travailles, ce que tu as, ton retour d'expérience sur ce qui est en production aujourd'hui, et peut-être voir aussi ce qui pourrait arriver dans le futur. Ok, très bien. Alors, je fais un petit retour en arrière, là, justement, sur ChatGPT en fin 2022. Donc, la première version, je ne sais pas si tu te rappelles, quand elle est sortie, c'était assez impressionnant. Par contre, tu pouvais lui poser des questions sur la physique nucléaire sans problème, ou sur qui a gagné la Coupe du Monde en 98.
voilà, avec la réponse. Sur le poids d'un œuf de chameau aussi, hein, mais bon, ça c'est cette Tu époque-là. posais beaucoup de questions sur des données sans problème. Par contre, si tu lui demandais, donne-moi le résultat du match de ce week-end, Oui. tu avais un message d'erreur qui te disait, désolé, j'ai une cut-off date qui date fait. de 2021, je ne me rappelle plus exactement quelle était la cut-off date. Et à chaque fois que des nouveaux modèles sortaient, la cut-off date était de plus en plus récente. Mais toujours est-il que tu ne pouvais pas faire des requêtes sur des données récentes. Donc là, l'évolution, et ce qui a vraiment révolutionné le fonctionnement de ces LLM, c'est le rajout d'outils, ou tout en anglais, d'outils. Voilà. Donc ce qui a, en fait, c'est là où on va faire le lien avec les API. Donc en fait, du coup, lorsque tu vas demander à un LLM, donne-moi le résultat du match aujourd'hui, ce que fait aujourd'hui ChatGPT, Claude et tous les modèles, c'est qu'ils vont appeler en fait une API, donc faire une recherche Internet, en s'appuyant sur Google par exemple, Bing, etc., en disant, va poser la question, quel a été le résultat du match du jour. Google va te retourner la réponse en allant sur des sites, Le Monde ou L'Équipe, etc. Le LLM, qui comprend très bien le français ou l'anglais, va lire le résultat et l'utiliser pour répondre. Donc il y a ce côté, en fait, où d'un côté, tu as effectivement cette notion de cut-off date, c'est le pré-train, le LLM a été entraîné jusqu'à une date, donc on connaît tout, enfin plus ou moins avec en modulo l'approximation de l'hallucination, etc. Mais connaît très très bien toutes ces données jusqu'à cette date. Et pour le futur, enfin pour le présent, le futur, etc., va se baser sur appeler Internet, par exemple, appeler par exemple une API de météo, pour récupérer la météo, et ainsi de suite. Donc l'accès à ces outils a révolutionné en fait l'utilisation de LLM, puisqu'en fait un LLM très intéressant, mais effectivement une donnée un peu statique, hein, donc bon, c'est sympa, limité au passé quelque part. Et l'utilisation et le rajout d'outils, de tools, a permis au LLM de justement voir quelque part le monde. Donc il est pré-train jusqu'à une date, les outils lui permettent de voir et faire des actions également, puisque le LLM peut également, via ses API, exécuter des actions. Donc on en reviendra aussi là-dessus. Ça a été un peu l'ouverture qui fait qu'aujourd'hui, un ChatGPT, un Claude, tu peux lui poser des questions sur le présent, sur le passé, etc. Il va être capable, en s'appuyant sur ces outils, de récupérer la donnée. Donc c'est ça qui est intéressant. Et le fonctionnement dit agentique. L'agent a une mission. C'est vraiment presque du mission impossible, un agent secret. On lui donne une instruction. Retrouve-moi, allez, on va donner un exemple simple, tous les scores des matchs du PSG l'année dernière. Donc ça, c'est l'instruction. Et l'agent va comprendre cette instruction, va définir un plan. Pour ça, il faut que j'appelle le site L'Équipe, je vais appeler le site, tel site sportif, etc. Récupérer pour chacune des dates les matchs, donc en étape par étape. Une fois que j'ai tous les matchs, les agréger, préparer une réponse et afficher ma réponse. Donc l'agent a une mission et il va tout faire pour résoudre, pour arriver à conclure sa mission. Comme on le ferait nous, hein. Il va Voilà. subdiviser son objectif en sous-tâches qu'il estime être les meilleurs pour atteindre. Exactement. Et effectivement, ce qui permet cette quelque part prouesse, c'est d'arriver à accéder à ces outils. Ces outils, c'est des search internes, des recherches internet. Ça va être utiliser des API par exemple, de paris sportifs, de sites web, etc. Et si on arrive dans la partie trésorerie, c'est appliquer à la trésorerie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le LLM va être capable de comprendre une instruction, une intention du trésorier, voir la liste des outils disponibles, les utiliser afin de répondre à la question du trésorier. Et dans notre cas précis, les outils, c'est des API. Donc, c'est toutes les fonctions du TMS qu'on a ouvertes petit à petit. Donc, ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait il y a 5 ans. Donc, on a commencé à ouvrir Kiriba en fonction de donne-moi ma balance, donne-moi ma cash balance, fais ma prédiction, donne-moi la liste des comptes, etc. Tout ça, c'est des outils, quelque part, qu'on donne à LLM. Donc, LLM, quand on lui pose une question, il regarde quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour répondre à cette question et il va les utiliser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, effectivement, API et IA, c'est très, très lié. Donc, dans l'IA prédictive, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas d'IA sans data. Donc, ça, c'est clair. Et dans l'IA générative, on peut dire qu'il n'y a pas d'IA sans API. Mais pour ça, il faut un écosystème qui soit connecté et connectable. C'est une des clés pour pouvoir avoir... Parce que l'agent ne va pas pouvoir lui-même rentrer dans un système s'il n'y a pas cette passerelle qui lui est ouverte. Tu as bien résumé. C'est que l'agent, effectivement, on va dire, il est aveugle. Il connaît plein de choses, mais il est aveugle. Et ce qui va lui donner, en fait, effectivement, des mains, des yeux, etc., c'est ces outils.
Donc, dans notre cas, c'est les API Kyriba qui vont lui permettre de récupérer, par exemple, les relevés bancaires, récupérer l'information sur les comptes, sur la cash balance, etc. Tout ça, c'est des outils qu'on met à disposition à l'agent. Et l'agent, avec sa capacité de comprendre le français, l'anglais, les langues, va être capable de traduire cette intention justement en action en utilisant ces outils. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est vrai que le parallèle avec l'humain est assez frappant. C'est vrai, finalement, tu as raison, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et la différence, c'est que l'agent, il est vraiment dans une mission, il est vraiment, voilà, c'est une mission, il va tout faire pour y arriver. C'est peut-être le problème parce qu'il va être prêt à inventer s'il le faut pour y Ouais, parce arriver. comme tu disais, il est aveugle, il évolue dans son propre paradigme. Voilà, Et donc, si pour lui, il lui manque quelque chose, il va bien falloir voilà, qu'il fasse le lien entre deux points. exactement. Et si c'est une absurdité, c'est une absurdité. Pour nous, ça C'est nous paraît voilà, trop, en tout c'est cas. ce qu'on appelle Mm. l'hallucination. Mm. Et malheureusement, effectivement, c'est quelque part, c'est par design, quoi. C'est par conception. L'agent essaie toujours de répondre, en fait. Il a été entraîné pour répondre. Donc, avec cette notion de récompense, hein, donc dans le training, tu as la notion de reward hein, quand tu réponds. Et c'est tout l'algorithme qui est fait comme ça. Donc, il a besoin quelque part de récompense. Et il va toujours essayer de répondre. Donc, ça, c'est ce que tous les laboratoires et nous-mêmes chez Kyriba, on essaye de contrôler un maximum, hein, faire en sorte que l'hallucination soit réduite. Mais il faut garder en tête qu'effectivement, c'est le concept un peu de l'entraînement et qu'on peut jamais encore, en tout cas avec cette technologie de LLM, se débarrasser complètement de l'hallucination. On a des techniques pour la minimiser, mais la réduire, il faudra toujours être vigilant. Oui, parce que ça a quand même bien évolué. Justement, je faisais référence De façon incroyable. Lors des premières versions de ChatGPT où on lui demandait le poids d'un œuf de chameau, il était capable de nous donner une réponse. C'est vrai. Aujourd'hui, ça marche plus. Donc il y a quand même eu des évolutions. Toi, ce que tu dis, c'est que malgré ces évolutions, on n'arrivera jamais au 0%. Exactement, donc tu as tout à fait raison. Il y a eu de très très gros progrès entre la version de 2022 et aujourd'hui. Effectivement, l'hallucination a quasiment disparu. Et c'est vrai que c'est un petit peu dangereux même, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il hallucine plus et qu'on a tendance à baisser un peu notre garde. Mais c'est pas le cas, il faut rester vigilant. En fait, à un des grands pontes de l'IA qui s'appelle André Karpathy, qui a dit récemment que l'intelligence de ces modèles est en dents de scie. Donc, il a utilisé un mot anglais jagged, mais en français, on peut le traduire en dents de scie. C'est-à-dire que d'un côté, il va être capable d'avoir un niveau très très avancé en mathématiques, capable de résoudre des problèmes dignes d'un doctorant, etc. Donc voilà, très très avancé. Mais à côté de ça, il peut se planter sur un problème de collège. Donc cette intelligence en dents de scie à laquelle il faut être très très vigilant. Donc oui, il y a eu des progrès incroyables qui ont été faits. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un problème type, effectivement, le laboratoire essaye de le contourner en disant « Ah ben non, il ne faut pas que tu répondes ça, etc. » Donc il y a toujours quelque part des contre-mesures pour aider à l'amélioration du modèle. Mais il y a toujours cette composante un peu de next token prediction. Donc en fait, le large language model va toujours essayer de deviner le prochain mot. Donc il y a un côté un peu stochastique dans la réponse qui fait que malgré, tu peux toujours avoir un risque d'hallucination qui sera jamais réduit à zéro, qui est réduit de plus en plus, jamais à zéro. Donc, il faut rester malgré tout vigilant sur la réponse de l'IA. Oui, et c'est des grosses différences entre la technologie informatique telle qu'on la pratique aujourd'hui, on va dire, et cette technologie IA. C'est que jusqu'à l'IA, aujourd'hui, ces usages de LLM, grosso modo, c'est où on sait faire, où on ne sait pas faire, et le résultat, il est binaire quelque part. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de non-déterminisme comme on peut l'avoir avec justement ces modèles-là. Exactement. C'est effectivement le côté un peu déroutant, c'est qu'on a toujours été habitué, surtout dans la finance et la trésorerie, à des résultats déterministes. Effectivement, on peut pas faire un peu de l'aléatoire ou autre dans la finance. Et le LLM a une composante stochastique assez importante. Donc oui, on a mis en place des techniques pour rendre les réponses les plus justes. Et comment on fait ? C'est en se basant notamment sur les API. Donc les API, l'outil ne va pas inventer une cache balance, il va appeler une API de cache balance, récupérer le résultat et la retourner. Lorsqu'on a des opérations mathématiques à faire, parce qu'en fait, un LLM va être très très fort pour faire justement des maths complexes, mais des maths basiques, addition, soustraction, on peut s'en mêler les pinceaux parfois. On a mis en place un outil spécial qui permet de faire des calculs. Donc c'est un outil de type calcul Python, pour justement s'assurer que le résultat est déterministe.
On va pas demander au LLM de faire la somme des cash Lui-même, flows, ok, ouais. parce qu'il va peut-être y arriver, mais avec une forte composante d'hallucination possible, hein, parce que pas très bon pour les additions. Mais par contre, le LLM va demander à un outil Python de faire l'addition, et là, ce sera déterministe. Donc en fait, on essaye d'ajouter une composante déterministe en rajoutant des outils. Plus tu rajoutes d'outils, de type calculatoire, de type API pour récupérer les données, et moins tu as le risque d'hallucination, puisqu'en fait, quelque part, le LLM est guidé. Donc, c'est des rails qu'on met en place. Donc, on le force un peu, quelque part, à rester dans des rails, à rester dans un couloir et pas prendre trop d'initiative et commencer à halluciner parce que, justement, il lui manque des rails. Donc, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on ground le modèle. Donc, en français, on peut dire qu'on essaye quelque part, de donner un cadre au modèle. Et la façon de le faire, c'est les outils, les API, donc, les outils de type calcul et ce qu'on appelle le système prompt. Donc en gros, le modèle a été traîné certes sur beaucoup de choses. Dans la trésorerie, il connaît bien la trésorerie, donc surtout si tu regardes des modèles comme ceux qu'on utilise, Claude, d'Anthropic, sont très très bons en finance, ont été traînés sur plein de choses. Mais cela dit, dans la trésorerie, on a des choses bien spécifiques, les dates de valeur, etc. Donc il y a plein de choses qui sont un peu spécifiques. Donc on a rajouté en plus un système prompt qui représente la connaissance de la trésorerie, donc, qui vient de Kyriba. Donc ça, c'est un peu notre IP. Tu vois, le modèle, effectivement, on le host, etc. Mais c'est pas le nôtre. Hein. C'est un modèle qui a été fait par des laboratoires qui ont dépensé des milliards pour le faire. Hein. Donc c'est effectivement des gros investissements. Mais ce que nous, on rajoute par-dessus, c'est justement cette spécificité Kyriba. Donc c'est à la fois le côté trésorerie, notre connaissance de la trésorerie, nos best practices qu'on a accumulées depuis plus de 20 ans, donc en sachant comment la meilleure façon de gérer une cash balance, la meilleure façon de gérer la différence entre les dates de valeur, les autres dates, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a regroupées dans le système prompt. Donc ça, c'est un peu notre, on va dire, propriété intellectuelle ou ligne éditoriale, je dirais plutôt, qui permet de dire, voilà, on a un LLM certes très très compétent, mais peut-être pas optimisé pour la trésorerie. Et Kyriba, voilà, d'autres vendeurs vont dire on va rajouter une liste d'outils pour le spécialiser dans ce domaine, plus le système prompt en lui disant voilà comment fonctionne la trésorerie, voilà les meilleures pratiques, voilà ce que tu dois faire. Si tu retournes une cash balance, vérifie qu'il n'y a pas de code clos, etc. Donc il y a plein de petites règles qu'on rajoute. On a une version avec toutes ces règles qu'on a accumulées depuis une vingtaine d'années de pratique dans la trésorerie. Mais effectivement, en se basant sur le feedback des clients, on améliore de façon assez continue ces règles afin de toujours faire en sorte que, basé sur le feedback des clients, les réponses sont de plus en plus pertinentes, grounded, et afin d'atteindre effectivement un niveau de confiance peut-être pas parfait, mais très très bon en tout cas, autant qu'on ferait confiance à un humain de son équipe qui a parfois ses failles, mais qui est aussi très très efficace et qui permet de résoudre pas mal de problèmes. D'accord, donc oui, donc toi, ce que tu dis, c'est que la valeur en sortie pour l'utilisateur, elle dépend certes du modèle, mais aussi de toutes les applications et de toutes les connexions qui sont faites, qui vont être opérées, qui vont être utilisées par le modèle. Et nous, c'est vrai, quand on communique avec un LLM, hein, je mets de côté l'IA générative, mais quand on communique avec un LLM, on a une interface, on parle au modèle, mais en fait, derrière, on n'a pas forcément conscience de toutes les autres technologies qui sont utilisées. Et au final, c'est cette couche applicative qui permet de démultiplier la valeur qui est en output du LLM. Quoi. Exactement, c'est un peu comme si tu avais un moteur brut hein, quelque part, et puis tu customises une voiture autour. Voilà, tu fais la voiture autour de cette engine pour apporter la flexibilité, la usabilité, enfin les choses qui te différencient quelque part d'un fabricant à l'autre. Et là-dedans, il y a une vraie richesse et un vrai intérêt, c'est cette couche applicative, comme tu dis. En anglais, on appelle ça le harness, le harnais, hein, qui permet effectivement de driver quelque part le cheval ou l'engine dans la bonne direction. Donc, et ça, c'est effectivement ce qu'apporte Kyriba dans notre logique d'agent par rapport à si tu prends un agent générique. C'est ce harnais qui permet de driver justement l'engine pour être beaucoup plus spécifique dans la trésorerie et apporter tous les garde-fous qu'on connaît dans l'utilisation, dans le cadre de la trésorerie. Et il y a quelque chose dont tu parlais qui était intéressant tout à l'heure, c'est moi je sépare l'IA générative et l'IA prédictive. Oui. Toi, tu dis que l'IA générative peut être utilisée pour paramétrer
l'IA prédictive. Exactement. Et donc, ces modèles statistiques, machine learning, ça, c'est quelque chose qui est dans votre roadmap, c'est quelque chose qui est en place. Comment est-ce que tu te positionnes? Oui, tout à fait. Donc, c'est des choses qu'on va présenter dans un de nos grands événements cette année. Donc, notre événement Kyriba Live à Las Vegas, qui a lieu fin avril, on va présenter plusieurs choses. Donc, on va présenter effectivement l'évolution du modèle cash forecasting qui combine quelque part ce côté prédictif et génératif, donc utiliser l'IA générative pour rendre l'engine beaucoup plus flexible et beaucoup plus approchable quelque part, avec tous ces paramètres qui sont assez complexes, donc traduire en langage naturel vers des paramètres mathématiques complexes, vraiment pas trivial. On va pouvoir le faire avec ce genre de technique. Si tu veux continuer un peu dans ce qu'on va présenter dans notre roadmap qui arrive. Bien sûr. Donc on a lancé notre agent taille fin d'année, l'année dernière, donc en novembre-décembre. Donc aujourd'hui, il est en production, adopté par de nombreux clients, on peut en parler si tu veux. Et effectivement, on va appeler de cette version la version 1, donc c'est la première version de notre agent. Et l'idée, c'est qu'on va annoncer à Las Vegas l'évolution, la version 2. Donc la version 1, c'est la possibilité effectivement d'utiliser des API pour récupérer des informations de cash balance, récupérer des informations de structure de compte. C'est quelque part de la consultation. Donc, être capable de lire de la data. Requêter la donnée, mais ça va très loin. On peut lancer des rapports, par exemple, pour récupérer la connectivité bancaire. On va lancer un rapport de connectivité bancaire le LLM va analyser, restituer. Donc on est capable déjà aujourd'hui de chaîner beaucoup d'outils et arriver à sortir de l'information qui n'est pas forcément visible autrement. Surtout la capacité de faire des requêtes à la demande, des choses qui sont complètement ad hoc, qui ne sont pas paramétrées dans un rapport, qui ne sont pas paramétrées dans un écran. J'ai une nouvelle demande spécifique, je peux la poser en langage naturel et avoir la réponse. Et avoir des choses très très intéressantes. Donc ça, c'est on va dire, la V1. Donc on est très content du résultat. Le côté agentique est assez impressionnant, puisqu'en fait, c'est comme je te disais, tu poses une question et l'agent va par tous les moyens arriver à la réponse. Donc il y a plein d'outils, les enchaîner, etc. Donc ça, c'est une chose. On a lancé également ce qu'on appelle les skills. Donc c'est ce qu'on peut traduire en français comme compétences. C'est-à-dire que le taille qui est out of the box, qui est par défaut, a un certain comportement. Et les skills vont permettre au trésorier de le paramétrer. C'est un peu ce dont tu parlais sur le prompt initial, le système prompt. Un peu justement aux compétences nécessaires pour la trésorerie. Donc où là, le trésorier va pouvoir dire, dans mon entreprise, la compagnie, je préfère que la data soit récupérée en premier de telle compagnie. Je vais demander que tu fais attention à respecter 10% de buffer dans telle requête. Je vais te demander la connectivité bancaire, plutôt favorise telle et telle compagnie d'abord, telle et telle banque d'abord, quelque chose qui va permettre quelque part de customiser le comportement en disant ne va pas dans toutes les directions, concentre-toi là-dessus, et tu peux faire ça en première étape, en deuxième étape, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en place et qu'on a sorti. Et l'évolution, ça va être la prise de décision quelque part, l'action. En fait, ce qu'on va annoncer dans la version 2, c'est la possibilité que TAI va avoir de créer des choses, de modifier des choses, avec toujours le contrôle de l'humain. Donc on appelle ça human in the loop en anglais, où l'agent va trouver quelque chose, une information, et va demander l'avis au trésorier en disant est-ce que tu veux que je fasse ça. Exemple concret, pour être concret, on va demander à l'agent trouve-moi un excès de cash. Est-ce que j'ai un excès de cash ou quel est mon état de trésorerie aujourd'hui? L'agent va analyser en suivant justement les guidelines de la trésorerie policy en disant je dois aller voir ce compte en priorité, cette branche, ce compte. Trouver un excès de cash. Ensuite, voir quelles sont les possibilités. L'agent va regarder s'il est connecté à des fonds d'investissement de type money market via Kyriba. Regarder la liste des fonds disponibles. Regarder le cash disponible, dispatcher ce cash entre différents fonds en fonction de la liquidité, en fonction des horizons, et proposer ensuite au trésorier, suite à ta question, voilà la réponse, et d'ailleurs, tu as un excès de cash que tu pourras investir sur ce fonds. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et voilà, donc c'est une partie du quotidien et des trésoriers, en fait, voilà. qui est semi-automatisé. Exactement. Et là, le trésorier, évidemment...
l'agent ne va pas le faire tout seul. C'est une proposition que le trésorier va pouvoir changer, modifier, rejeter, accepter. Et s'il accepte, voilà. Donc il y a une orchestration qui est faite en fait entre les données qu'il y a dans la trésorerie, les données disponibles chez un provider de money market par exemple, faire quelque part la combinaison de ces données, croiser le cash disponible avec les caractéristiques des fonds, la trésorerie policy, faire une proposition au trésorier qui peut accepter ou rejeter. Donc là, c'est vraiment le stade d'après. Donc c'est effectivement... moi, j'aime bien faire l'analogie un peu avec les voitures autonomes, tu vois. Donc tu vois, tu as une première étape qui est un peu de l'assistance, tu vois, je sais pas, régulateur de vitesse, etc. Tu as une deuxième phase qui est plus de l'action, donc freinage automatique, tu restes dans les lignes, tu vois, là c'est carrément quelque part l'IA, prend le contrôle un peu de la voiture, toujours à la marge, mais malgré tout. À la marge, mais malgré tout, va t'aider à freiner, va t'aider à rester dans la route, entre les lignes. Et l'étape ultime, c'est la voiture autonome qui va conduire toute seule, avec toujours un humain à l'intérieur, parce qu'effectivement, c'est l'humain. C'est le mode d'autopilote aussi, qui est un intermédiaire, c'est à la demande. Exactement. Et tu vois, même dans l'évolution ultime de l'autopilote, tu as toujours un humain, ne serait-ce que pour des questions légales, en fait. Tu vois, qui a pris la décision. C'est quand même responsabilité. Et effectivement, voilà, l'humain est là pour mettre le coup de frein qui va bien, pour éviter l'accident, pour être sûr que tout va bien. Donc, tu restes dans le contrôle, même si tu as complètement délégué la conduite, tourner le volant, appuyer sur les pédales, à l'IA. Donc, et puis la suggestion n'est qu'une suggestion, il peut y avoir plusieurs options qui se valent, et exactement. À la fin, il y a quand même un arbitrage à faire. Tout à fait. L'arbitrage, autant qu'il soit fait par exactement. l'humain, ne serait-ce que pour une question, comme tu disais, de prise de responsabilité. Quoi. Voilà, donc le fait d'automatiser tout ça, ça permet peut-être éventuellement d'identifier de l'excès de cash de façon plus fréquente, plus cachée, des choses qui ne sont pas forcément visibles, avec justement cette technique agentique où l'agent va trouver par tous les moyens disponibles où est l'excès de cash et arriver à une proposition. Le côté intéressant, c'est justement la possibilité aussi, en se connectant sur des fonds de type money market, d'avoir des informations sur ces fonds, pas forcément toujours évident. Donc, poser des questions sur les fonds, quoi la caractéristique, est-ce que je suis bloqué, est-ce que je peux retirer l'argent à tout moment. Tu peux poser des questions également sur ça. Donc là, ça te donne plus d'informations, donc c'est beaucoup plus transparent. Mais comme tu dis, au final, c'est à toi en tant que trésorier, en tant que spécialiste professionnel, personne responsable quelque part, de choisir, de modifier, d'approuver, de rejeter. Donc il y a quand même une composante humaine très importante. Oui, tout à fait. Et aussi, c'est encore un autre exemple de l'importance de l'écosystème, de la connectivité de l'écosystème. Exactement. Parce que pour pouvoir faire tout ça, il faut que les éléments s'imbriquent. Sans ça... tu as tout à fait raison. Donc là, je t'ai donné un exemple avec des fonds d'investissement, mais tu fais la même chose avec des plateformes de FX, de hedging, des ERP, des banques. Enfin voilà, donc tu as besoin effectivement d'un écosystème très très important. Et plus ton outil Kyriba va être connecté à des sources différentes, par exemple évidemment des banques, des ERP, mais aussi des plateformes d'investissement, des plateformes de FX, plus effectivement déjà ton système Kyriba a plus de data connectée, c'est bien pour ton cash forecasting, mais plus l'agent effectivement a accès à des outils différents qui vont lui permettre d'être de plus en plus riche et arriver à des insights très très intéressantes pour le trésorier. Ouais, et donc là, tu nous parles de taille, la V2. Aujourd'hui, il y a déjà d'autres sujets que taille qui utilisent l'IA chez Kyriba. Oui, tout à fait. Donc on avait évoqué un petit peu au début, donc tout ce qui est effectivement cash forecasting et détection de fraude. C'est des modèles machine learning qu'on a implémentés dans la solution il y a de nombreuses années. Donc ça, c'est des choses qui sont très, très matures, qui évoluent tout le temps. Donc comme je te disais, par exemple, on va rajouter cette composante un peu d'IA générative sur la partie forecasting. Ça va être la même chose sur la partie fraud detection. Donc en fait, l'IA va être de plus en plus intégrée au logiciel. Donc effectivement, dans la version 1 de taille, c'est un écran, un assistant sur la droite assez classique, qui est une fenêtre un peu séparée, on va dire, de l'application, qui permet malgré tout de poser des questions sur les données, respecter les droits d'accès, etc. Donc des choses très très fondamentales qui fonctionnent bien. Mais plus on va évoluer, plus l'IA va être complètement intégrée à la solution et quelque part incontournable et fera partie intégrante du software. Donc c'est ça l'évolution du logiciel, c'est qu'on va partir
d'un côté où l'IA était introduite comme un assistant sur le côté, vers un IA complètement intégré au logiciel. Et c'est un peu notre roadmap. Donc la V1, c'est effectivement l'assistant qui permet de trouver des insights, répondre aux questions, que ce soit des questions sur Kiriba, des questions sur la trésorerie et arriver à des résultats très, très, très pertinents. La V2, ça va être le côté action avec l'humain, qui est de validation. Et la V3, ça va être un agent autonome, avec toujours cette histoire de contrôle. Hein. Quelle limite je veux donner à l'IA pour prendre une action. Ce que je lui dis aussi, en dessous de 10 000 euros, tu peux approuver. Par contre, au-dessus, tu as besoin d'une validation. Donc, une autonomie un peu plus présente. Donc, c'est un peu l'évolution. Et c'est pour ça que la parallèle avec la voiture autonome est assez intéressante. C'est un peu ce genre de différentes étapes. Hein. Étape 1, outils de guidage, de contrôle. Étape 2, prise de décision de l'IA dans la conduite. Et l'étape 3, l'IA qui est capable de conduire toute seule. Donc c'est un peu notre roadmap côté taille. D'accord, donc une roadmap très ambitieuse et surtout une intégration très, très profonde. Très profonde. Qui est souhaitée de votre côté. Et on est encouragé par le feedback des clients, des premiers clients qui utilisent notre solution et des prospects qu'on rencontre. Il y a une forte demande autour de l'IA avec une demande de gain de productivité. Et en fait, il y a une attente quelque part du marché en disant voilà, l'IA peut m'aider. Et comment concrètement, démontrez-moi ces gains de productivité. Voilà, c'est un point important. Parce que moi, je discute avec des trésoriers de ces sujets. Et c'est vrai qu'il y a certains cas d'usage qui ressortent très naturellement. On en a parlé des prévisions de trésorerie qui sont un sujet évident. Mais ce n'est pas toujours évident de demander à un trésorier qu'est-ce qu'il attend de l'IA. C'est plutôt, en effet, comme tu dis, peut-être il faut essayer de voir qu'est-ce que l'IA peut faire pour en prouver son efficacité. Alors, il y a tout un tas de sujets qui existent. D'ailleurs, des sujets qui sont visibles et des sujets qui sont sous le capot. Tu parlais de détection de la fraude, par exemple. C'est typiquement quelque chose qui est sous le capot. Mais toi, quand tu parles à des trésoriers, est-ce qu'eux, ils évoquent leur intérêt pour l'IA en général, ou est-ce qu'ils évoquent quelque chose de plus spécifique? Nous, on veut l'IA ici pour faire telle chose. Alors, comment est-ce que tu vois alors, chaque client est différent, donc on n'a pas forcément des demandes assez consistantes entre les clients. Ce qui est le dénominateur commun, c'est les gains de productivité. C'est démontrez-moi que cette solution va me faire gagner du temps. Donc ça, c'est le dénominateur commun. Ensuite, on a différentes maturités. On a des clients effectivement qui sont plus en attente. Expliquez-moi comment je peux avoir des gains de productivité. On a des clients qui ont déjà une vision très claire. Je veux que, par exemple, l'IA m'aide à améliorer mon cash forecasting, m'aide à gagner tant d'argent parce que j'aurai un meilleur forecast, j'aurai une meilleure gestion de ma connectivité bancaire, de mes fees bancaires, de mes frais bancaires. Donc il y en a qui ont une demande de KPI assez claire, d'autres qui sont plus comment l'IA peut m'aider. Et c'est là que justement le fait qu'on ait plus de 3000 clients et avec une adoption de plus en plus importante de l'IA, qu'on arrive aujourd'hui à expliquer à des nouveaux clients, des prospects ou des clients existants, comment l'IA est utilisée par nos autres clients. Et c'est assez intéressant parce que nous, on avait des cas d'usage en tête. Et en fait, on est assez surpris par ce que implémentent nos clients. Donc les clients vont utiliser d'autres cas d'usage qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est bien, c'est le côté justement... Par exemple, tu as des exemples c'est le côté non déterministe. Tu vois, en fait, c'est ça la différence, c'est que quand tu fais du déterminisme, c'est que tu as pensé quelque part à tout. Tu vois, tu as pensé aux options, aux boutons, voilà ce que ça fait, le scénario 1, scénario 2, c'est très clair. Quand tu as une solution agentique, c'est quelque part, tu laisses l'agent arriver à des solutions. Donc oui, c'est vrai que quand on utilise taille de façon basique, ça va être donne-moi la liste des comptes, donne-moi la liste des pays. Et c'est vrai que le feedback des clients, ça va être c'est sympa, mais je peux le faire dans l'application, ça. Tu vois, ça c'est pas. Par contre, ensuite, tu peux poser des questions. Fais-moi une analyse de ma trésorerie, trouve-moi la dette, trouve-moi l'information qui est plutôt des assets. Est-ce que je respecte ma trésorerie policy, qui est de dire que j'ai pas plus de 10% de telle devise, j'ai pas plus de 5% de telle devise. Et là, taille, dans la V1, est capable de le faire, est capable de récupérer toutes ces données et donner une réponse très très pertinente.
Tu pourrais arriver à le faire dans l'application en setupant les rapports, en setupant les choses, donc tu peux y arriver avec du setup. Mais là, la force, c'est que tu peux faire une requête un peu à la volée en disant bah, tiens, ma trésorerie policière a modifié, a évolué. C'est pas statique, tu vois, c'est complètement dynamique. Et dans les cas d'usage de nos clients, c'est surtout autour de ça. C'est ce côté un peu dynamique et instantané. On va poser des questions sur ma policy a changé, les conditions de marché ont changé, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai ci. Et l'agent, avec ce concept justement, il est en mission et il est capable, il va aller jusqu'au bout de sa mission, va être capable de trouver la solution en utilisant tous les outils dont il a à disposition et arriver à un gain d'efficacité qui est indéniable. Donc tu vois, on part d'un cas basique où les clients se disent mais attends, c'est un peu gadget parce que bon, si je veux récupérer la liste des comptes, je vais aller dans Kyriba, je vais dans l'écran Core Data, je vais y arriver, à des choses qui sont beaucoup plus poussées où tu vas pouvoir poser des questions sur quelle est ma composition de financial transaction de type dette, de type quelles sont les lignes comptables disponibles, etc. Donc il y a des choses beaucoup plus avancées. Et surtout l'automatisation, c'est qu'une fois que tu as fait ta requête, tu peux la relancer. Donc tu vas la sauvegarder, la relancer. Et plus tu vas l'utiliser, et plus tu vas améliorer en fait tes requêtes. Et il y a ce côté en fait apprentissage quelque part mutuel. D'un côté, les clients en utilisant TIE vont comprendre comment ça fonctionne et vont améliorer les skills dont on parlait tout à l'heure, les prompts, etc. Et de notre côté, avec leur feedback, on est capable de guider de mieux en mieux l'agent. Donc effectivement, un des principes fondamentaux de Kyriba, c'est la protection des data et la sensibilité des données. Donc on n'utilise jamais la donnée du client pour faire du training. Mais cela dit, les clients nous parlent, on est capable de déterminer des patterns d'utilisation avec les logs techniques, on est capable de voir un peu comment l'application est utilisée. Donc, plus elle est utilisée, plus elle s'améliore. Donc, c'est un apprentissage mutuel, on va dire. Les clients qui comprennent comment fonctionne la solution et l'améliorent, améliorent leur requête. Et nous, de notre côté, plus la solution est utilisée, plus on augmente en fait le fameux harnais dont je te parlais. On améliore notre harnais pour avoir une solution très pertinente. Oui, on voit, nous aussi, en interne, on teste différentes solutions et on voit jusqu'où ça peut aller même aujourd'hui. Et en effet, la capacité de ces modèles à générer de la valeur, que ce soit pour faire des analyses, mais aussi pour faire des plans d'action, pour faire des actions, pour pouvoir aussi préparer la réunion de demain avec les données Exactement. qui vont bien, etc. On peut avoir vraiment un suivi, un accompagnement au quotidien sur la quasi-totalité des tâches qu'on réalise. Alors, bien entendu, nous, on teste, on essaie de voir un peu les outils qui sont un peu débridés aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas forcément adapté à l'usage quotidien dans des entreprises avec des données internes, comme tu l'indiquais. Néanmoins, ça donne une idée de là où on va. Et justement, là où on va, ça pose la question un peu de le trésorier, où est-ce qu'il va avec ces outils, si on se projette un peu, comment est-ce que toi, tu vois le trésorier travailler demain avec ces outils à pleine maturité ou presque? Ouais, c'est un bon point. Donc, déjà, d'un point de vue compétence, tu vois, c'est vrai que voilà, l'IA aujourd'hui est présente partout. Donc, je suppose que les trésoriers de n'importe quelle entreprise utilisent des outils comme Copilot, ChatGPT, ou à titre personnel ou à titre d'entreprise. Et plus tu utilises ces outils, plus tu comprends comment ils fonctionnent. Donc, la capacité de faire des prompts clairs est la clé. Donc, si tu fais un prompt ambigu, le modèle étant un peu stochastique, comme on a dit, va potentiellement te donner une réponse un peu, je dirais pas farfelue, mais pas forcément claire. Va dériver, et puis si tu poses la même question un peu pas très claire 3 fois de suite, tu auras des réponses différentes. Et comme tu le ferais à quelqu'un. Voilà, c'est pareil. L'instruction n'est pas claire, donc voilà, il a mal compris. Désolé, j'ai pas compris, c'était pas clair. Donc, plus tu utilises quelque part cet outil et plus tu vas comprendre comment il fonctionne. Donc, la prompting, c'est une compétence. Donc, le fait de faire des prompts clairs, le fait de décomposer une requête en sous-requêtes, en plusieurs étapes. Par exemple, voilà, je veux que tu me fasses ça, mais il faut que tu fasses en premier cette étape. Par exemple, le cas typique, c'est voilà, je vais rencontrer mon CFO, fais-moi un rapport de fin de quarter, mais pour ça, j'ai besoin de
la qualité de la connectivité bancaire, combien de relevés ont été reçus, j'ai besoin de savoir quel est mon rapprochement, forecast, valeur réelle, etc. Donc, on va donner étape par étape pour guider effectivement le LLM à faire une bonne réponse. Une fois que cette partie est bien maîtrisée, et donc cette maîtrise, ça passe par l'adoption d'outils comme Tide d'un côté pour justement se familiariser avec ça, comme l'adoption d'outils type OpenAI, Copilot, etc. C'est la même chose, c'est un peu la façon dont tu t'adresses. Une fois que c'est fait, ces agents, effectivement, t'apportent beaucoup, vont être capables de faire de la récupération de données, des actions, et comme je disais, comme on va exécuter notre roadmap, à un moment donné, avoir beaucoup plus d'autonomie. Donc l'agent qui n'est pas exécuté à la demande, mais qui tourne un peu en permanence. Tu vois, c'est ça un peu l'évolution technologique. C'est un peu ce qu'on voit arriver avec, tu sais, tu as dû entendre parler d'OpenClaw, des choses comme ça, qui sont en fait, la grosse différence, c'est que tu as ton chat GPT ou ton Claude où tu lui poses une question, il te répond et c'est fini. Et tu as ton OpenClaw où en fait l'agent tourne en permanence pour toi, fait des actions pour toi, avec les risques qui sont liés à ça. Mais c'est un peu l'évolution. Et avec énormément une couche applicative très large, avec voilà. l'accès au terminal, etc. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est de plus en quelque part, tu délègues de plus en plus. Donc quelque part, autant l'AV1, on va dire, c'est plutôt de l'information, de la consultation, de la suggestion, tu vois, ça c'est un conseiller quelque part. Autant la V2, c'est plutôt dans l'action aussi, donc quelque part, c'est au-delà d'un conseiller, c'est quelqu'un qui prend une action, enfin, je dis quelqu'un, mais bon, voilà, tu vois, qui le fait en ton nom. Autant la V3, c'est, voilà, t'es pas forcément là, il le fait pour toi. Donc, tu vois, il y a vraiment cette évolution. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue trésorier? C'est que, en fait, le trésorier, toutes ces tâches-là, vérifier la bonne connectivité, vérifier les rapprochements, c'est des tâches qui sont assez on va dire, automatisables et qui prennent du temps, mais qui ne sont pas forcément stratégiques. C'est vraiment de l'opérationnel. Donc, ça va dégager plus de temps pour le trésorier pour faire du stratégique et devenir un acteur clé dans l'entreprise comme un partenaire stratégique plus business, qui se rapproche un peu plus de la partie stratégique, parce que le temps opérationnel va être libéré de plus en plus. Donc progressivement, donc ça ne va pas se faire d'un coup, mais progressivement, les tâches opérationnelles qui nous prennent beaucoup de temps aujourd'hui vont être déléguées à un agent ou plusieurs agents, ce qui va nous donner plus de temps pour faire du stratégique en fait, et plus de la planification, plus des choses qui sont de haut niveau, on va dire. Donc, sans dénigrer le fait que l'opérationnel, c'est pas du haut niveau, mais ça prend du temps. Et si ce temps est économisé, ben on va forcément le passer à des choses qui sont à plus de valeur ajoutée. Donc pour moi, l'évolution, ça va être effectivement de plus en plus d'autonomie, de plus en plus des agents d'un côté. Et le pendant, c'est que les équipes trésorerie vont pouvoir faire de moins en moins d'opérationnel, de plus en plus de stratégique, de plus en plus de meilleure gestion du cash quelque part. Finalement, au final, c'est ça, la cash is king, c'est qu'on veut du cash. Et c'est avoir une gestion beaucoup plus stratégique de cette partie-là et pouvoir négocier avec ses partenaires bancaires de façon plus stratégique, puisque l'agent l'aide déjà aujourd'hui à mieux négocier en disant, voilà, voilà l'exposition que tu as avec BNP, voilà les frais bancaires que tu payes, tu pourrais demander ça plutôt à BNP. Donc il y a ce côté vraiment stratégique très très intéressant qui va se dégager. Donc oui, il faut absolument adopter l'IA dans le quotidien pour comprendre les limites, l'hallucination, mais aussi les avantages et comment s'adresser de façon efficace à une IA. Et cette autonomie que les agents vont prendre de plus en plus va apporter plus de temps aux trésoriers pour se consacrer à des tâches plus stratégiques. Donc, concrètement, tu vois le trésorier piloter des agents comme aujourd'hui, il utilise un TMS, un ERP. Voilà, c'est exactement. Et puis, un peu pour l'image, pour aller un peu dans la suite de l'image que tu présentes, c'est un peu comme si tu es un Iron Man dans ton armure avec plein de fonctions qui te permettent d'aller vite, de te protéger, de voir des choses, des informations et poser des questions surtout à tout moment. Donc, c'est vraiment cette vision effectivement du trésorier augmenté. Vers laquelle on se dirige. Intéressant. Justement, cette relation entre l'IA et les TMS, les ERP, les SaaS, globalement, aujourd'hui, elle crée une évolution
de ces outils. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent d'une espèce de cannibalisation entre l'IA et le SaaS. Ouais. Comment est-ce que tu perçois ça, toi? Ouais, c'est un débat très intéressant. Alors, on parle de SaaS-apocalypse, apocalypse SaaS, SaaSassination. Une espèce de remplacement de l'IA, enfin du SaaS par l'IA. Alors, oui, alors, tu sais, le choix donc c'est un vrai débat, effectivement, dans l'industrie. Et le choix qu'a une entreprise, qu'a un trésorier de prendre une solution, ça a toujours été buy versus build. Est-ce que j'achète ou est-ce que je construis? Voilà, donc ça a toujours été la question. Ça ne change pas, c'est toujours la question. Ce qui a changé, c'est que le coût de construction a diminué. Donc, autant avant, pour arriver à construire un écran, ça demandait des compétences assez poussées. Autant aujourd'hui, effectivement, tu demandes à Claude Code ou à un autre outil AI de te générer un écran exactement comme tu veux, il te le fait. Voilà, parce que là, ce dont tu fais référence, c'est la capacité de tout un chacun, entre guillemets, du moins des personnes qui n'auraient pas pu le faire avant, Voilà. de pouvoir construire Voilà. des outils Exactement. via des agents qui sont vibe codés, c'est-à-dire on demande à l'agent de construire un outil et il génère le code. Voilà, donc la barrière d'entrée a diminué. Donc autant il y avait une barrière d'entrée qui était insurmontable si tu n'avais pas des connaissances informatiques. Autant aujourd'hui, bah, comme tu dis, hein, en vibe codant, donc c'est le terme qu'on utilise maintenant, tu peux dire à Claude, bah, fais-moi un logiciel qui fait ça, et hop, il te le fait. Voilà. Donc oui, dans ce cadre-là, il y a un gros changement. Donc les logiciels, alors en anglais on parle de moat, en français on va parler de défensabilité. Donc si ton logiciel, c'était un logiciel qui aidait justement juste à franchir cette barrière en disant, bah, voilà, tu ne pouvais pas coder, bah, voilà, tu as un écran. Donc, je vais te prendre un exemple, un outil simple, Trello. Tu vois, Trello, qui a été racheté, mais qui était justement un outil où tu vas gérer des tâches, tu vas les déplacer. Bah, toi et moi, on peut faire l'aspect très facilement. Ce que je veux, c'est un outil qui gère mes tâches, que je peux déplacer, que je peux partager, etc. Il n'y a pas de difficulté technique. Pas de difficulté de spec. Tu vois, la fonctionnalité n'est pas compliquée, mais par contre, pour la réalisation, bah, si je te demandais ça il y a quelques temps, tu m'as dit, bah, non, je ne peux pas. Aujourd'hui, je pense qu'avec ton Claude, tu lui dis exactement ce que tu veux et il va te faire un Trello. Ouais. Ensuite, ça, c'est la version super basique. Ton Trello va tourner chez toi, il ne va pas tourner sur un serveur web. Donc, il y a cette partie un peu de sécurisation à mettre en place qui est possible. Donc, il y a des plateformes qui s'appellent Lovable, Replit, etc., qui te permettent d'avoir cette automatisation, donc avoir quelque chose qui tourne, qui te gère du SSO, etc. Donc, tu peux effectivement arriver à faire ça. Donc, le logiciel dont la défensabilité était uniquement la partie technique, bah, effectivement, lui, a des soucis à se faire parce que aujourd'hui, n'importe qui peut être concurrent de ce logiciel. Ou de créer son propre logiciel pour soi-même. Bah voilà, une entreprise demain peut très bien utiliser Lovable, Replit, etc. pour créer ça. Maintenant, un logiciel qui fait de la trésorerie, par exemple, si on va directement droit au but, bah là, effectivement, faire une spec de trésorerie, c'est pas aussi simple que ça. Tu pourrais éventuellement faire une spec basique en disant je vais récupérer mes forecasts, mon prévisionnel depuis mes ERP, je vais récupérer mon solde bancaire depuis ma... Tu pourrais faire un truc basique, mais effectivement, un logiciel abouti type Kyriba, c'est beaucoup de connaissances accumulées. Donc ça, déjà, c'est plus compliqué à mettre en place. Et puis, l'entreprise n'a pas forcément envie de s'amuser à faire une spec longue de milliers de pages pour arriver à un logiciel. Ça, c'est déjà une autre façon d'être d'une défensibilité et qui fait que voilà, une entreprise n'a pas forcément envie de faire ça. Ensuite, si tu rajoutes à ça la donnée propriétaire, donc la connectivité bancaire, ou ERP, c'est des données propriétaires. Autant tu as des petits logiciels de trésorerie qui s'appuient sur l'open banking, mais autant l'open banking n'est pas suffisant pour faire des paiements, pour récupérer, te connecter dans le monde entier. Donc tu ne peux pas utiliser de l'open banking. Tu es obligé de faire une connectivité Swift ou une connectivité propriétaire, host to host, etc., pays par pays. Et donc là, tu as effectivement ce côté données propriétaires qui est vraiment très très compliqué à mettre en place. Et donc là-dessus, une entreprise ne va pas se lancer en disant tiens, je vais me connecter en Australie, je vais me connecter aux États-Unis, je vais m'amuser à aller travailler avec chacune des banques pour répliquer ça. Et va plutôt avoir envie d'utiliser un Kyriba qui supporte ça out of the box et qui a cette histoire de 20 ans. Donc ça, c'est encore une autre défensibilité. Et il y en a d'autres, mais je te dirais que l'autre, ce qui est très important, c'est aussi tout ce qui est compliance et sécurité. Donc, on a des données sensibles, c'est sécurisé.
Il y a le côté SOC 2, il y a le côté aussi Compliance Swift. Donc la Compliance Swift, c'est un pavé pour arriver à être ça. Et ça donne quelque part une confiance au client en disant que la solution est sécure et validée par Swift. Donc ça, c'est une autre défensibilité. En plus, comme je te disais, quelque part, c'est la spec, c'est toute cette ligne éditoriale, la façon de faire de la trésorerie, non pas pour un client, mais pour 3000 clients accumulés, etc. Donc tout ça fait que tu as deux types de logiciels. Tu auras le logiciel, effectivement, qui était dans la première catégorie, dont, en fait, l'intérêt était justement de te donner accès à... Tu avais une idée, tu ne pouvais pas la faire parce que c'était trop compliqué, le logiciel existait pour ça. Ce logiciel a des soucis à se faire parce qu'autant avant, il y avait cette barrière d'entrée, autant demain, n'importe qui peut le faire. Et tu as le logiciel qui répond à un problème de ce type qu'on a décrit, avec des données propriétaires, de la compliance, de la sécurité, des workflows. Et là, effectivement, c'est des choses qui... L'IA va nous aider. Donc, nous, on utilise beaucoup d'IA. Et en fait, comme tu vas voir dans les annonces qu'on va faire, on utilise énormément l'IA pour aller plus vite. Donc, nous-mêmes, on utilise ces outils pour aller plus vite au niveau développement. Mais on s'appuie sur une stack, justement, basée sur la sécurité, la compliance des données propriétaires, qui sont très difficiles à répliquer, quoi. Super. Là, on arrive à la fin de ce podcast. Pour terminer, si jamais il y a parmi les personnes qui nous écoutent des trésoriers qui veulent s'intéresser à l'IA, qui veulent rentrer dedans et qui veulent avancer, quels seraient les conseils, toi, que tu leur donnerais? Alors, oui, c'est déjà s'intéresser au sujet. Donc, comme je te disais, tu vois, cette distinction entre génératif et prédictif, par exemple, comment fonctionne la partie prédictive. Un peu comprendre la technique. Comprendre un peu, alors sans rentrer lire tous les papiers de recherche, etc. Essayer de comprendre déjà les concepts, qui sont finalement assez simples en général. C'est la prédiction de token, la notion de contexte. Il y a plein de choses que le trésorier peut essayer d'apprendre et de comprendre. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est utiliser des outils, mais ça peut être des outils comme ChatGPT, Claude, etc., pour comprendre un peu comment se comportent ces outils, leurs limites, les cas d'utilisation, les limites, les cas où ça marche bien, les cas où ça ne marche pas bien. Se familiariser à cette notion de prompt de qualité, donc le prompt engineering, comme on dit en anglais, donc la capacité à créer des prompts de façon claire. Et même s'échanger des prompts entre collègues. Donc, être capable de dire, faut pas réinventer la roue à chaque fois. Voilà le prompt qui me permet d'arriver au résultat de façon plus efficace et avec le moins d'hallucinations possible. Donc, c'est prendre en main tous ces outils. Donc, ça, c'est mon conseil. C'est vraiment, d'un côté, une connaissance un peu théorique en s'intéressant au sujet, pratique en les utilisant. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, pour aller plus loin, c'est une fois que tu as compris comment ces outils fonctionnent, comment ça peut t'aider à faire des gains de productivité, comment tu détaches. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu maîtrises tous ces outils, c'est repenser les workflows. C'est que ce que tu faisais d'une certaine façon, donc étape 1, étape 2, étape 3, parce que maintenant tu as l'IA, potentiellement l'IA, tu peux potentiellement repenser le workflow complètement. Donc c'est ce que tu faisais en 10 étapes, potentiellement tu vas le faire en 3 étapes aujourd'hui. Donc c'est prendre en compte ça, c'est pas juste de l'automatisation comme tu avais du RPA ou autre qui te clique sur les boutons à ta place. Là, c'est une façon complètement différente de voir un workflow existant pour pouvoir l'améliorer et le refaire d'une façon différente. Donc, il y a ce côté un peu... C'est pas juste un apport incrémental dans ta façon de gérer les choses. C'est une façon différente de voir les choses. C'est vraiment think different. Tu vois, c'est vraiment... voilà, j'ai un outil qui me permet de voir les choses différemment. Et ce que je faisais en 10 étapes, je peux le faire en 2 étapes, peut-être même 10 étapes, mais différentes. Et il y a des choses que je peux faire beaucoup plus vite. Il y a des choses que je vais continuer à prendre du temps à faire. C'est repenser son workflow complet. Et pour ça, c'est voilà, être pensé en dehors de la boîte, comme on dit, et adopter ces outils afin d'être le plus productif possible. Excellent, excellent. Écoute, merci beaucoup Félix. Merci Jean-François pour toutes ces informations. Et puis, on va voir l'annonce de Las Vegas. Tu y seras? Oui, j'y serai. Donc, effectivement, c'est dans quelques semaines. Et oui, belles annonces. Et on verra comment le marché va réagir. Super. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.